Des conditions invraisemblables. Eux donnaient l'impression que c'était leur quotidien, que c'était d'une vie banale. Et moi, j'avais l'impression d'une saga extraordinaire qui était en train de se terminer, qui était celle de la voile et du Doris pour la pêche à Terre-Neuve, puisque le dernier voilier français quitte Saint-Malo en 1951. C'est la dernière campagne en 1951. Donc, comme on avait mangé un peu dans la matinée, on pouvait donc travailler jusqu'à midi, midi et demi, à ouvrir le poisson, le vider, ce qui faisait quand même du travail. Et on n'était qu'à la moitié de la journée. Parce qu'après manger, il fallait aller boîter les lignes. Oui, il nous fallait 5 heures dans des lignes claires pour les boîter et les avoir prêtes à tendre dans la soirée. Il faut voir qu'un dorissier boîte en général 12 pièces de ligne. 12 pièces de 133 mètres qui sont mises bout à bout. Et les deux dorissiers vont donc mettre bout à bout ces 24 pièces de ligne. Bon, ils n'auront pas le temps tous les jours de boîter 24 pièces. Enfin 12 pièces chacun. Mais c'est un travail considérable. C'est des milliers d'hameçons, c'est des heures passées dans le froid avec mal aux reins. Mal les reins, j'ai mal les reins, disaient les gars. Ben, ça finissait vers les 8-9 heures du soir, quoi. Hein, c'était pas la journée. C'était pas la semaine de 40 heures, ça. Ou 35 même. Le soir, après être parti tendre les lignes, au retour, le saleur a dit au capitaine, va falloir curer un rein. Alors qu'est-ce que c'est que curer un rein? Un rein, c'est un rang, c'est une rangée. Donc la cale est remplie de sel, et il va falloir dégager une espèce de tranchée dans le sel pour pouvoir amener une pile de poissons. Et pour dégager cette tranchée, eh bien, ça se fait à la pelle, mais le sel, lui, a durci, il est tassé. Donc c'est un travail extrêmement pénible. Les gars, ils vont en équipe et creusent dans le sel. Et alors là, évidemment, pour se donner du cœur au ventre et pour rythmer le travail, c'est un des domaines où on a des chansons. Une pelle blanche, une pelle avec son joli manche. Pelle en haut, tu n'en as guère. Pelle en bas, tu n'en as pas. Les carnets de morue, comme on les appelait, c'était la comptabilité de ce qu'on avait. C'était le relevé des morues pêchées. Ici, en juillet, alors là, c'était mieux. On a eu jusqu'à 400 morues par jour, 425. Et on additionnait tous les jours. Et le total net était de 16 130 morues pêchées en 1938 par Albert Rigaud et Émile Feur. Nous étions payés à la pièce. Quand je dis on était payés, quand ça marchait. On a vu des campagnes où on ne gagnait pas un sou. Bon, je crois que c'est pas très important de savoir qui étaient les premiers là-bas. De toute façon, les Vikings étaient certainement avant les autres. Et puis, les Indiens d'Amérique du Nord pêchaient la morue, eux aussi. Donc, qui est allé en premier là-bas, on ne sait pas très bien. Il est probable que les chasseurs de baleines, qui étaient les Basques, en poursuivant les baleines, se sont retrouvés au milieu de ces bancs de morues, puisque tous les témoignages du XVIe siècle abondent dans ce sens. C'est qu'il y avait des quantités de morues absolument ahurissantes. Il aurait suffi de prendre un seau pour en remonter, disaient certains témoins. Donc, ce qui est certain, c'est qu'au XVIe siècle, il y a sur les bancs de Terre-Neuve des Basques, des Bretons, des Normands qui ont l'habitude d'aller pêcher là-bas.
Alors l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'histoire de la morue sont totalement liées. Les premiers à être venus dans l'archipel sont très certainement les Basques qui poursuivaient la baleine et qui sont arrivés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et puis après, il y a eu officiellement, après Jacques Cartier, l'arrivée des Bretons, des Normands, des Basques qui se sont installés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans un premier temps, ils faisaient des campagnes de 6 à 7 mois et puis petit à petit, ils se sont implantés sur ce territoire qui, dans la richesse unique, était effectivement sa ressource en poisson et notamment la morue qui a fait l'histoire de notre archipel. Les graves, ce sont des grandes étendues de galets et de cailloux sur lesquels on étendait la morue avant effectivement de la saler. C'est ce qu'on a appelé l'histoire des graviers. Les graviers étaient des jeunes de 13, 14 ans qui venaient de Bretagne pour la plupart ou de Normandie et qui restaient toute une période de pêche à Saint-Pierre-et-Miquelon pour faire ce travail très, très dur. Et c'est vrai que moi, c'est l'histoire enfant, c'est l'histoire qui me marquait le plus, tout simplement parce qu'il s'agissait d'enfants comme moi. Toutes ces vieilles maisons là-bas. J'ai vécu à partir de l'âge de 6-8 ans derrière un bar. Ma grand-mère tenait le bar qui s'appelait l'Escale, un bar de marins avec une décoration qui, au fur et à mesure des années, reflétait ou parlait des différents bateaux qui ont fait escale là. Donc, toutes ces langues qu'on parlait là derrière ce bar, les histoires et les anecdotes de ma grand-mère qui était une femme derrière un bar, pas facile à cette époque. Elle avait un caractère très fort face à des marins allemands, des marins russes qui faisaient escale pendant 2 jours. Vous voyez, la nuit, ça se passait comme ça. On voyait donc ces bateaux dans la pénombre ou au radar, bien sûr. Il y avait le radar et on avait souvent la tête plongée dans le radar, surtout quand il y avait des mois de brume, parce que quelquefois, ce n'était pas des journées de brume, quelquefois, c'était des mois. J'ai pu faire un voyage complet, 3 mois dans la brume, et 60 bateaux autour de soi. Et quand on sait qu'on a derrière soi, quelquefois, 1500 mètres de câble, et que l'autre en a autant, il ne faut pas s'accrocher. Hein, parce que la perte de temps est terrible et la perte de matériel aussi. Donc c'est du gymkhana parmi des centaines de bateaux qu'avaient les flottes soviétiques, tous les pays de l'Est, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, les Portugais, les Allemands, Ouest et Est. Donc c'était quelquefois, c'était du gymkhana et toujours le résultat. Il y a donc 5 siècles d'histoire continue, 5 siècles pendant lesquels, bien sûr, les techniques vont évoluer, les navires vont évoluer, mais fondamentalement, les techniques de pêche reste à peu près la même, du moins en ce qui concerne la pêche errante, comme on dit, c'est-à-dire non plus la pêche de la morue sèche, mais la pêche de la morue verte. On va sur les bancs, on pêche la morue, on la sale à bord et on la ramène telle qu'elle sans l'avoir séchée, sans être allé à terre. On peut dire à l'époque, on traitait 24 000 tonnes de morue dans les dernières années. Aujourd'hui, on en traite 1700. En 1992, le Canada a décidé un moratoire pour essayer de sauver cette espèce, ou tout au moins les rapports de cette espèce avec ce territoire marin. Le moratoire, ça veut dire qu'on ne peut plus pêcher du tout une morue dans des zones définies qui prennent presque toutes les zones de pêche au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, les zones où venaient pêcher les Terre-Neuva sur les eaux canadiennes et internationales de notre environnement maritime. C'était une zone moratoire pour 10 ans, qui a été arrêtée pendant 10 ans. Aujourd'hui, ces bancs ont du mal à se reconstituer. Par contre, si on regarde sur l'Islande, la Norvège, les îles Faroé, toute cette zone Atlantique Nord, on retrouve aujourd'hui les quotas en hausse, c'est-à-dire que les bancs de poissons ont réussi à se reconstituer.
Et c'est des bancs de poissons qui seront reconstitués de l'ordre de 10 à 15% chaque année depuis 2008. Depuis un an seulement, le pôle de Miquelon a réinvesti dans un bateau qui s'appelle aujourd'hui le Béotuc. C'est quelque part un espoir qui est redonné à l'archipel. Parce que ce territoire sans bateau était complètement orphelin de pêche à la morue, n'avait que des bateaux canadiens qui passaient en location, qui venaient en location pour pêcher les quotas de Saint-Pierre et Miquelon. Donc c'est un petit espoir, je crois qu'il faut s'accrocher à cet espoir. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Et alors, vous voyez derrière la mer, elle est très forte. Alors les embruns giclaient sur le pont, et comme il faisait moins 25, ils se transformaient en glace. Regardez ça, les vitres de la cabine. Il fallait enlever la glace à coups de poing. C'est un équipage de Bretons. Oui, c'était des purs Bretons, tous quasiment de Saint-Malo ou des environs. Ils se connaissaient avant de... Oh, mais en principe, oui. Ils naviguent quasiment toujours ensemble, quoi. Il n'y avait que le chef mécanicien qui était bordelais, lui. Voilà, regarde ça. On aurait voulu mettre, pour une raison, pour une encre, l'encre à la mer, on ne pouvait pas, tout était bloqué, les guindeaux. Là, tu vois l'équipe technique, dans les conditions dans lesquelles on travaillait, on était bien amis tout flune. Là, tu vois, je lui donne un clap au caméraman, on va travailler. Alors, il ne la salait pas, la morue, hein. Il a pêché. Chaque trait de filet qu'on a fait, c'était 10 tonnes. Et sur ces 10 tonnes, ils n'en gardaient qu'un tiers. Le reste, c'était tout de suite mis à la mer. Et ils le tranchaient, et 3/4 d'heure après, c'était congelé à moins 45 degrés. C'était marrant parce qu'il y avait des marins qui avaient l'esprit marin, et puis il y en avait d'autres, ils auraient travaillé chez Renault à la chaîne, c'était exactement pareil. Ils prenaient un filet de morue qui arrivait, ils le remettaient sur un autre tapis, qui partait, qu'on mettait dans des caisses. Quand je revois ces images, j'en suis encore ému. Quand tu seras là-bas, sur les monts de Terre-Neuve, ah, dis-moi, beau gabier, comment mangeras-tu? On nous fait manger des têtes de morue blanche, mais ça ne remplace pas la bonne souche. Quand tu seras là-bas, sur les bancs de Terre-Neuve, ah, dis-moi, beau gabier, du vin en boiras-tu? Ouais. Ah, mon ami Régis. Comment tu vas? Ça va? Bon. Et essayez, on est prêt à partir. Sauf petit oubli, voilà, on est prêt. Là, il y a déjà du monde en machine, tout est prêt. Et ton quart, tu commences en machine alors? À 18h. Enfin, là, c'est le départ, donc je commence maintenant. 18h minuit, tu fais? Ouais, mais là, je commence maintenant. Et tu commences maintenant? Je commande ce bateau-là depuis 2000, qui est un des derniers morutiers à faire cette pêche ancestrale sur les côtes de Norvège. Puisque les quotas de Terre-Neuve, on n'en a plus beaucoup, donc on monte principalement faire nos quotas de morue, de cabillaud, sur les côtes norvégiennes, quoi. C'est principalement de la pêche au chalut de fond, pêche traditionnelle, quoi. Avec des chaluts très bien équipés maintenant, justement pour éviter de racler les fonds. En fait, maintenant, on frôle simplement le fond, quoi. On n'est pas là à gratter, pêcher des cailloux ou autre chose, c'est principalement le poisson qui est ciblé, quoi. Bon courage, les gars. Ah, dis-moi, beau gabier, comment dormiras-tu? On nous fait dormir que 2 heures sur 24, et le reste du jour, on nous fout des coups. Salut les gars!
moi beau gabier, quel argent gagneras-tu? On nous fait travailler, suer, sang et larmes, les deniers d'argent, on n'en voit pas beaucoup. Après tant des temps d'horrible misère, moi beau gabier, repartiras-tu? J'étais bien forcé de faire comme mon père, j'espère que nos gars feront pas comme. Après tant des temps d'horrible misère, dis-moi beau gabier, repartiras-tu? J'étais bien forcé de faire comme mon père, j'espère que nos gars feront pas comme nous. Après tant des temps d'horrible misère, dis-moi beau gabier, repartiras-tu? J'étais bien forcé de faire comme mon père, j'espère que nos gars feront pas comme nous.